nous reprenons nos débats pour le troisième volet de notre journée, consacrée à la pensée politique de Chantal Delsol. Nous avons la grande joie d'accueillir Mathieu Bock-Côté, Anne Coffinier et Guillaume Bernard, qui vont chacun à leur tour explorer une facette de la pensée politique de Chantal. Je vais donner la parole à Mathieu premier, puisque malheureusement il est assez rapidement après. Donc Mathieu va commencer. Je vous remercie, je te remercie néanmoins d'être là, parce que je te sais malade. Donc merci infiniment d'être là. Et tu es venu pour nous parler des petites nations, chères à ton cœur évidemment, et qui ne sont pas absentes de l'œuvre de Chantal. Merci Mathieu. Alors, chers amis, merci infiniment pour votre invitation. Le micro fonctionne bien, oui. Merveilleux. Alors, on a une quinzaine de minutes environ. Donc, je poserai la question de base ainsi. Chantal Delsol, dans ses travaux, a porté une véritable attention à la question des petites nations. Alors, le terme de petite nation a été, je dirais, importé, ou à tout le moins formulé comme tel dans le débat politique chez les intellectuels français, notamment par Alain Finkielkraut, par quelques-uns qui se sont intéressés à l'expérience des petites nations d'Europe de l'Est. Et Chantal Delsol fait certainement partie de ceux et celles, comme on dit aujourd'hui, qui ont poussé la réflexion le plus loin pour comprendre la spécificité existentielle des petites nations. Alors, par petites nations, on entend, c'est la définition de Kundera, je la reprendrai à mon compte ici, ce sont les nations qui ont la conscience, qui sont conscientes de la possibilité de disparaître, qui sont conscientes de leur précarité existentielle. Alors, je note cet intérêt particulier de Chantal Delsol parce que dans la philosophie politique et dans la pensée politique en général, les petites nations sont souvent traitées, et je dirais même en Europe occidentale plus largement, les petites nations sont rarement considérées comme autre chose qu'à la manière de résidus folkloriques appelés à s'effacer par le passage de l'histoire, par le passage du progrès. On traite les petites nations comme tout autant comme des résidus identitaires, comme le bois mort de l'humanité, comme des provinces oubliées de l'histoire, comme des nations qui certes sont peut-être touchantes, ont peut-être un folklore qui peut nous inspirer une certaine sympathie, mais qui ne devrait pas peser sur le du monde, qui représente l'étape antérieure de l'humanité, qui, de ce point de vue, ne devrait jamais orienter notre propre réflexion, n'aurait rien de fondamental à nous apprendre sur la nature du politique, sur la nature du lien politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand je pense par exemple à l'ouvrage que Chantal Delsol a dirigé sur l'imaginaire des d'Europe centrale, mais ce qu'elle nous dit, et ce que elle nous dit, j'espère ne pas mal l'interpréter, c'est que nous avons tort de penser ces nations comme tout autant justement de provinces retardataires dans l'histoire humaine, et il y a un savoir politique propre à ces petites nations, il y a un savoir politique propre à ces peuples, et ces nations d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et j'ajouterai aussi du nord-est de l'Amérique du Nord. Il y a un savoir politique spécifique qui est le savoir justement de la précarité existentielle. Alors, quel est le fait premier qui caractérise la conscience de ces peuples, la conscience de ces nations? Je l'ai dit, c'est de ne pas d'être consciente qu'elles ne pèsent pas sur la marche du monde, à tout le moins il ne va pas de soi que leur point de vue sur la marche du monde soit déterminant. On comprend très bien qu'un Français se dise quel est le rôle de la France dans le monde. On comprend très bien qu'un Américain se dise quel est le rôle des États-Unis dans le monde. Il va moins de soi qu'on se dise quelle est la place de la Lettonie dans le monde, quelle est la place du Québec dans le monde, quelle est la place de la Hongrie dans le monde, de quelle manière ces nations peuvent-elles réorienter la marche de l'histoire. Donc elles sont conscientes souvent de subir l'histoire davantage que de la façonner pour les autres. Le deuxième élément qui me semble absolument essentiel, c'est que ce sont, je l'ai dit, des nations conscientes de leur précarité. Par précarité, je reviendrai ensuite sur le concept sur cette idée de précarité un peu plus tard, mais c'est tout simplement que leur existence dépend souvent de forces plus grandes que la leur. On peut penser à la Pologne, bien évidemment, qui à plusieurs reprises a perdu son indépendance avant de la recouvrir. On peut penser aux pays baltes, qui à plusieurs reprises au XXe siècle, ont une existence politique, une forme de parenthèse, où ils n'ont pas existé politiquement avant de recouvrir leur indépendance avec la chute de l'Union soviétique. On pourrait donner d'autres exemples. Donc ce sont des nations qui savent qu'à tout moment, si l'histoire se remet en mouvement, si l'histoire s'active, si l'histoire se déploie, eh bien elles peuvent être considérées finalement comme des catégories résiduelles. Elles sont tout simplement à l'échelle de l'histoire, elles ne sont pas nécessairement maîtresses de leur destin. Elles sont porteuses d'un savoir de la précarité, alors que le propre des grandes nations, c'est de se croire venues du fond des âges et promises à l'éternité. Ce qui est une chance immense quand on peut avancer une conscience de soi, mais il se peut aussi que ce soit moins vrai aujourd'hui qu'hier.
Autre élément qui pèse, je crois, dans cette réflexion, c'est probablement une conscience, et là, si on se déplace sur l'instant sur le terrain de la philosophie politique, mais il y a une conscience chez cette petite nation, une définition de la nation qui ne s'épuise pas dans les catégories du contractualisme moderne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le contractualisme moderne nous dit finalement le lien politique s'épuise en fait dans sa formation rationnelle. Donc c'est cette idée que c'est le contrat social, et le contrat social donne une forme, une communauté politique, et autrement dit, on espère ensuite avoir un contrat social à prétention universelle, universalisable, et il n'y a pas de raison en tant que telle qu'il n'embrasse pas en dernière instance l'humanité entière. Hein. Les nations, dans la logique de la pensée politique moderne, sont accidentelles, elles sont là de manière temporaire, et la vocation naturelle de l'humanité serait de se rassembler sous une forme de contrat social, contrat mondialisé, un jour, délivré justement de ces particularismes encombrants que sont les peuples et les nations. Et les petites nations ont ce savoir, cette conscience justement que le lien politique ne s'épuise pas dans la nationalité administrative ou dans la nationalité juridique. Elles investissent d'une charge existentielle particulière le lien politique et accordent une importance en tant que telle à leur existence politique. Donc elles ne traitent pas leur indépendance à la manière d'un stade transitoire vers une gouvernance globale plus grande qui serait le stade ultime du progrès. Non, elles accordent une importance en tant que telle à cette articulation spécifique entre l'identité et la citoyenneté. Je le dirais autrement, si on veut, dans la part manquante des théories du contrat social, un peu moins chez Rousseau, cela dit, que chez d'autres, la part manquante de la théorie du contrat social, c'est toujours qui sont les contractants. C'est-à-dire, qui sont les contractants qui vont signer le contrat social censé fonder le lien politique dans la modernité? Donc, si on pose la question qui sont les contractants, c'est-à-dire la possibilité même de la délibération pour fonder une association politique, eh bien, ça implique que ce sont des gens qui sont capables de communiquer minimalement, donc la présence d'une langue. Ça implique des gens qui ont un imaginaire suffisamment partagé pour être capables de se comprendre lorsqu'ils interagissent. C'est la question de la culture. Or, trop souvent, et ça, je pense qu'on le voit un peu en France, je vous pardonnerai de le dire ainsi, la France est une nation qui se projette naturellement dans son prétention à l'universel, mais qui est inconsciente, quelquefois, je crois, à quel point son universalisme est particulier. C'est-à-dire, il n'y a que les Français pour se croire aussi universalistes et aussi universels. Et vu de loin, dans l'universalisme français, on voit d'abord le français plutôt que l'universel. Et je dirais que la part de contraste entre les petites nations qui n'ont pas cette prétention je vous donnerai un exemple. On peut par exemple trouver en France une histoire de la pensée politique, point, et cette histoire de la pensée politique retrace l'histoire de la pensée politique française. Bon, alors que si vous êtes hongrois, ou si vous êtes québécois, si vous êtes letton, si j'écris une histoire de la pensée politique, point, simplement du point de vue de la Lettonie, je dirais que c'est probablement incomplet. Donc, il y a cette conscience d'un particularisme, une conscience, si vous préférez le dire autrement, des médiations. Une conscience des médiations. Donc, dans la définition de la communauté politique moderne, il y a le contrat qui est fondamental, qui est essentiel, qui est le lieu du consentement à l'ordre politique, le lieu du consentement à la communauté politique. Mais il y a dans la pensée politique moderne l'autre pôle, qui n'est pas absent, par exemple, en France ou aux États-Unis, mais qui est rarement thématisé autrement qu'à la manière d'un résidu, et c'est le pôle de l'héritage. C'est le pôle de l'identité, c'est le pôle de la culture, c'est le pôle du particularisme historique, c'est le pôle des médiations. Les médiations sans lesquelles une communauté politique ne peut pas prendre forme. Je pourrais transposer cette réflexion sur le projet européen, ce qu'on nomme comme tel aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans une part du projet européen qui se constitue en déconstruisant ce qui l'a rendu possible. C'est-à-dire, l'Europe se construit comme projet en déconstruisant quelquefois la civilisation européenne. Et on cherche d'autant plus à construire l'Europe pour la vite de ce qu'a été l'Europe brièvement. Et de ce point de vue, on peut dire qu'on reproduit à l'échelle de l'Europe ce qui s'est passé à l'intérieur même des nations, c'est-à-dire, encore une fois, la volonté de faire un contrat social potentiellement universalisable et qui n'a d'autres limites que celles qui lui sont circonstanciellement posées. Je me souviens d'un discours de Michel Rocard qui disait que potentiellement... Oui, ça arrive. C'est des phrases qui toi qui les prononces. Alors, Michel Rocard disait « L'Europe n'a potentiellement d'autres limites que l'humanité ». Ça m'avait frappé comme phrase. Donc là, on pouvait dire « Oui, mais je sais pas, la géographie, par exemple, ou l'histoire, ou la culture. » Et non, on comprenait que l'idée d'Europe avait pour vocation chez lui, qui est un homme de qualité, qui est un homme intelligent, qui représente quelque chose dans l'histoire de la gauche au XXe siècle,
l'Europe devait être le laboratoire de l'universel à venir. Et je dirais que si on se tourne à nouveau vers la conscience pour les petites nations de leur singularité, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire définitif de l'universel. Et il n'y a pas d'accès possible à l'universel sans la médiation d'une culture. Et de ce point de vue, c'est probablement, dis-je aussi, ce qui les inspire à avoir une certaine méfiance envers l'idée d'empire, parce qu'on présente quelquefois, à partir soit de Bruxelles, de Moscou, d'ailleurs, comme un empire rédempteur. Eh bien, vu du point de vue de la petite nation, c'est tout simplement une domination qui ne dit pas son nom, ou qui quelquefois l'a dit, soit dit en passant. Alors, ayant tout cela à l'esprit, est-ce qu'on peut retenir quelque chose comme un savoir politique de petite nation pour celles qui, autrefois, ou encore aujourd'hui, se voient comme des nations assurées d'une véritable certitude existentielle? On pense à la France, on pense à l'Allemagne, on pense aux États-Unis. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, et vous me voyez arriver avec la subtilité d'un éléphant, les nations occidentales prennent conscience aujourd'hui de leur propre précarité existentielle, mais non plus sur le pôle de la souveraineté nécessairement. Le pôle de la souveraineté, c'est-à-dire l'existence étatique. L'Europe a beau se construire, il n'en demeure pas moins qu'une entité politique nommée France existe encore, une entité politique nommée Italie, et on pourrait toujours demain, dans une forme de réarrangement politique, quelles que soient nos convictions les uns des autres, on peut imaginer un scénario où il y aurait une redéfinition, par exemple, de l'association politique européenne, comme dirait Pierre Manant, qui mettrait de nouveau l'accent sur les nations plutôt que sur les institutions communautaires. Ça, on peut l'imaginer. Mais ce que l'on voit se dessiner avec les vagues démographiques à répétition qui déferlent sur l'Europe, c'est un scénario un peu plus angoissant où les peuples historiques européens deviendraient progressivement minoritaires en leur propre pays. Donc les peuples historiques européens qui deviennent minoritaires chez eux. Et ça, c'est un scénario qui n'est pas envisagé de manière sérieuse par une partie considérable des élites qui voient presque une angoisse conspirationniste et morbide. Or, je pense que les petites nations savent ce que veut dire être minoritaire chez soi. Quand on est minoritaire chez soi, on n'a plus le pouvoir. À la rigueur, on a peut-être des droits, mais on n'a plus le pouvoir. Donc on n'a plus la souveraineté, on a des droits. On n'a pas disposé du pouvoir fondateur dans sa propre communauté politique, ça a des conséquences dans l'organisation générale de l'existence. Donc la crainte de la disparition, cette angoisse existentielle, existe aujourd'hui, très présente en Europe, mais non plus sur le pôle, je l'ai dit, souveraineté, mais sur le pôle identité. Cette possibilité de la disparition, cette possibilité de l'effacement démographique au terme du siècle, ou à tout le moins de la mise en minorité. Et de ce point de vue, peut-être y a-t-il une pensée politique à reconstruire en Europe occidentale à la lumière du savoir politique de la précarité existentielle qui nous vient justement de ces nations coincées entre l'Allemagne et la Russie. C'est quand même pas évident à voir comme destin. Hein. Être coincé entre l'Allemagne et la Russie, c'est comme vivre au nord des États-Unis. Mais donc il y a probablement un savoir politique à, je ne dirais pas mais une méditation politique à engager à la lumière de cette expérience. Chantal Delsol le porte et l'a porté. Il y a eu quelques autres voix. Je pense par exemple à l'expérience du Message européen, la revue pilotée par Finkielkraut au début des années 90. Chantal Delsol le porte, quelques autres le portent, mais c'est une contribution qui est à la fois essentielle et qui ne parvient pas pour l'instant, et qui est essentielle et qui n'est pas dominante. Or, on pourrait espérer qu'elle soit dans les années à venir essentielle et dominante. Ça nous inscrirait à l'école de la lucidité en matière de philosophie politique et de pensée politique. Je vous remercie. Merci, cher Mathieu, tu es une véritable horloge suisse. Parler un quart d'heure, tu vas parler un quart d'heure. On te rend à tes obligations. Merci infiniment de ta venue et de ta contribution. Je vous propose de raccompagner Mathieu sous les applaudissements. Ça va pas être simple de passer après. Hein. Merci. Chère Anne, le micro, le pupitre vous attend. Vous nous proposez une réflexion sur la question, sur l'un des fils rouges de l'œuvre de Chantal, qui est la question de l'éducation et de la transmission. Merci. Permettez-moi déjà d'exprimer ma joie et même ma gratitude de pouvoir rendre hommage à Chantal Delsol aujourd'hui, pour laquelle j'ai une profonde admiration. Alors, je sais qu'elle déteste ce type de situation, je ne la regarde pas. Et j'ai l'honneur de travailler avec elle et avec son appui depuis des années maintenant sur la liberté scolaire. Donc ce que je pourrais dire sur l'œuvre de Chantal est forcément très partiel.
mais aussi, je pense, très personnel. J'évoquerai l'importance que ce soit une femme, dans sa pensée et son écriture sur l'éducation, son style aussi, même si ce n'est pas tout à fait dans mon sujet, et les principales idées éducatives qu'elle développe, tout en sachant qu'en 15 minutes, évidemment, ça peut être que assez caricatural. D'abord, je voudrais commencer par le fait que c'est une femme. Alors, c'est une femme au milieu des conservateurs. Et le fait que ce soit une femme qui est mère de 6 enfants, qu'elle a aimé, qu'elle aime, dans leur singularité, nourrit et informe en réalité sa pensée en permanence, notamment sa pensée de l'éducation. Et on comprend ça peut-être le mieux dans un de ses livres de 2017 qui s'appelle « Un personnage d'aventure ». C'est-à-dire que d'un côté, elle a une conception que je trouve pour ma part dure de ce qu'est un petit homme. C'est un être qui se heurte partout à ses limites. C'est un être qui est né dans un total dénuement, une totale dépendance, qui n'est rien d'humain sans amour et sans soin permanent. Mais par la plume et la pensée qu'elle déploie dans le personnage d'aventure par exemple, on voit bien qu'avant tout, elle a cet amour de louve pour l'enfant, un amour ardent, mais qui jamais ne renonce à la lucidité. C'est-à-dire qu'elle a une conception extrêmement dure et en même temps, cet amour total, permanent et très incarné de l'enfance. Chantal, à mon sens, se situe, au moins à cet égard, aux antipodes de Rousseau, qui croit l'enfant capable de se passer de la société et de la famille, et qui, pour sa part, abandonne à l'assistance publique ses enfants. Chantal, elle, très marquée notamment par les expériences historiques d'enfants élevés par les animaux ou hors de tout contact langagier ou humain, sait que l'enfant ne peut advenir que s'il est aimé. Et que s'il a pour exemple la ferveur du monde de ses parents et de ses maîtres d'études. Donc il est en sorte de chaos originel et il a besoin d'être introduit à la signification et c'est le rôle des parents et de ses maîtres. Le vif intérêt de Chantal et sa tendresse pour l'enfant ne sont pas anecdotiques. Ils sont foncièrement philosophiques à mon sens parce que, je cite, « l'enfant exprime et traduit l'humanité davantage que l'adulte. Il reçoit le choc de la condition humaine, pour ainsi dire, de plein fouet, sans moyen encore d'y répondre par toutes sortes de procédures ou d'échappatoires. » C'est-à-dire qu'en fait, Chantal nourrit son anthropologie de l'étude attentive de ce qu'est l'enfance. Et elle prend l'enfance comme un observatoire de l'humanité confrontée au tragique de son destin. Chantal est aussi féministe. Attention. Dans le milieu conservateur où elle évolue, ce n'est pas une mince affaire. Mais elle est féministe en ce sens, me semble-t-il, qu'elle trouve insupportable l'oppression des femmes dans les sociétés traditionnelles et qu'elle est reconnaissante à la modernité de nous avoir affranchi de nombreuses entraves. Pour autant, elle n'a pas besoin des pantalonnades actuelles pour se proclamer telle. Son féminisme alimente d'ailleurs un véritable travail de réhabilitation des hommes et des pères. Et notamment, dans son ouvrage « Le nouvel âge des pères », qu'elle écrit en 2015 avec Martin Stephens, elle voit comment les pères doivent se réinventer après s'être exagérément couchés depuis que les femmes se sont levées. Son féminisme alimente aussi son refus viscéral de la pensée réactionnaire, qui, à ses yeux, est une impasse. En ce sens qu'elle ne voit pas très bien pourquoi il faudrait avoir une nostalgie pour une époque où elle ne pourrait pas se tenir ici parmi nous et avoir accompli l'œuvre qu'elle a accomplie. Femme, elle est aussi par une capacité d'autodérision. Je considère que, pour ma part, que c'est une caractéristique strictement féminine. Et le mépris total et brutal qu'elle a pour toutes les formes de boursouflure. Vous remarquerez dans son œuvre que ce terme est omniprésent. Ce mot de boursouflure est récurrent. Quoi de plus grotesque que ces personnes qui, refusant leur dénuement fondamental, se parent des plumes du pan. Chantal a l'humilité forte et dure des gens qui sont sûrs d'eux, de leur désir de liberté, tout en étant conscients des limites omniprésentes de la condition humaine, à laquelle ils savent ne pas pouvoir échapper. Quelques mots sur son style. Ce que j'aime pour ma part, c'est qu'elle a une sorte de style, pas dans tous les ouvrages, mais peut-être dans les ouvrages les plus récents en particulier, elle a une sorte de style que je qualifierais de romanesque en philosophie. Ce qui m'aide à lire de la philosophie. Chantal a le sens de la narration, son style a du souffle, rien de sec, de désincarné. Je vous donne un petit exemple ici de son livre qui s'appelle « La détresse du petit Pierre qui ne sait pas lire », qui n'est pas un roman mais un essai.
petit passage parmi d'autres. La multiplication et l'importance croissante de ces soupapes de marché noir permettent à un système irréaliste et failli de fonctionner tout de même, bon an, mal an. Ce sont des bidouilles à la marge qui sauvent le centre rationnel effondré. Mais comme elles sont de moins en moins marginales et qu'elles ne peuvent pas remplacer le système qui détient les clés officielles, le tampon, le diplôme, la collation des grades, tout cela produit un monde ubuesque où s'entremêlent la combine et le concept, et où dans ce chaos, les plus faibles perdent pied, évidemment, car ce sont toujours eux qui font les frais de l'obscurité et du mensonge. C'est un style qui, par sa force, à mon avis, permet d'entrer dans des considérations conceptuelles par la force de la langue. Profondément nourrie de littérature, romancière elle-même, elle nous introduit à la littérature classique en plein essai philosophique, en puisant des exemples dans tel ou tel roman pour illustrer sa pensée. On est souvent dans une époque qui ne cite que des statistiques et des sondages et des études doctes, mais Chantal n'hésite pas à prendre des exemples dans la littérature, comme elle le fait par exemple avec le roman d'Antoine Blondin, Les enfants du bon Dieu, où elle résume avec beaucoup de style cette intrigue rocambolesque de ce jeune agrégé qui finit par inventer l'histoire tellement qu'il s'ennuie. Et elle arrive à une phrase que j'aime beaucoup, elle dit « il s'ennuie, même il s'ennuie mortellement. Un jour, arrivant à la veille des traités de Westphalie, il décide de tromper cet ennui en refusant de signer le traité de Westphalie. À partir de là, son cours cesse d'être histoire et devient conte, mais les élèves, bien entendu, l'ignorent. » Voilà. C'est très russe d'ailleurs cette manière de philosopher à travers la littérature. Elle a le sens de la formule, n'hésitant pas à insérer des expressions très imagées pour frapper les esprits. Par exemple, elle explique qu'inscrire un enfant à l'école est un parcours du combattant, du moins si l'on veut qu'il ne tombe pas dans un cul de basse-fosse. Vocabulaire qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans ce type d'essai. Ou alors, elle peut, sans crier gare, tomber dans le registre familier pour frapper et réveiller le lecteur. Par exemple, quand elle écrit le personnage d'Antoine Blondin, qui est tout de même un sacré lapin, n'a certainement aucune vocation pédagogique. Ou encore, de puiser dans l'imaginaire rural, elle compare souvent l'homme politique ou l'éducateur à un jardinier qui ne doit pas avoir l'outrecuidance de tirer sur les plantes pour les faire grandir. On sent une liberté heureuse dans ces occasions, elle casse les codes, descend dans le nu de la vie, en toute irrévérence, mot qui a été utilisé, en faisant un pied de nez au pédant. Il faut dire que la faute de goût, le péché contre l'intelligence pour elle, c'est par excellence le jargon, pour lequel elle nourrit une parfaite exécration. Sa plume est ferme, son style clair, elle laisse au trissautin de notre temps la pédanterie jargonneuse et ne boude pas le bon sens populaire, et les mots droits et simples comme les coups de serpe. Pour se faire comprendre des gens de bonne volonté, elle est pédagogue par excellence. Et de ce point de vue, l'emballement du jargon de l'éducation nationale suffit largement à la condamner en tant que telle. Alors, s'agissant des idées éducatives, je suis obligée d'aller un petit peu vite, mais ce qui me paraît le plus frappant, c'est que Chantal pense la question éducative comme une partie de la philosophie politique, à partir de la philosophie politique, et de la même manière qu'elle pense l'ensemble de la philosophie politique, c'est-à-dire que les enjeux fondamentaux pour eux restent ceux de la légitimité de l'État, de la justice, de l'égalité, de la solidarité, la question des limites, les fondements de l'autorité. Ce sont des sujets qu'elle traitait déjà en 1993 dans ses ouvrages de référence sur la subsidiarité, mais qu'elle médite et qu'elle traite encore dans ses ouvrages sur l'éducation dans les années 2000. Et de ce point de vue-là, elle se distingue de la plupart des penseurs qui sont avant tout dans une approche sociologisante, marquée par un étatisme béat, là où elle est sans arrêt en train de réfléchir aux limites propres à l'humanité, mais aussi propres au rôle de l'État. Elle veut faire de l'enfant un homme libre qui saura vivre en étant capable d'être, le cas échéant, à contre-courant de la pensée dominante. Elle ne cherche pas à transformer l'enfant à son insu pour faire un monde meilleur, mais à le faire hériter de la culture commune et d'actualiser ses potentialités propres. Plus précisément, son regard sur l'éducation, et ça a été largement abordé précédemment, comme sur la société en général, s'apparente, il me semble, à une forme de longue méditation sur l'expérience du totalitarisme, en particulier dans les pays de l'Est. On le voit à travers des petites phrases comme à travers du grand développement. Dans La détresse du petit Pierre, elle dit par exemple « Il n'y a pas plus docile qu'un citoyen qui ne croit pas qu'on le dresse ».
Et parce qu'elle connaît très précisément le totalitarisme, elle ne fait pas partie de ceux qui croient en France le rencontrer à chaque coin de rue. Si elle débusque sans cesse des analogies inquiétantes avec notre situation politique, en particulier dans l'éducation par exemple, lorsqu'elle analyse les ravages de l'égalitarisme ou les fondements de notre mollesse face aux lubris transgenres, elle sait bien que notre société est encore une démocratie, puisque nous sommes là pour en débattre, sans risque d'être réveillés à 5 h du matin pour être emmenés dans les camps, comme elle dit souvent. La stratégie de perpétuation déployée par les élites françaises est un bon exemple de l'importance de l'analogie soviétique dans sa pensée. Je la cite. « Alors qu'une toute petite minorité constitue l'élite, sélection oblige, une immense majorité se trouve dans le système égalitaire où on lui serène que la sélection est une affaire horrible, libérale, américaine, féodale et autres, et que tous peuvent accéder au rang d'élite. » Et un peu plus loin, l'idéologie égalitaire est concoctée et servie par la classe d'élite, le fer de lance, le léninisme a toujours fonctionné ainsi. Donc, ça je reviendrai sur la question de l'égalitarisme, et on voit bien que c'est nourri par une méditation permanente de ce qu'est la période soviétique et son héritage. Alors, quelques idées forcément assez rapidement. Il me semble que la pensée de Chantal Delsol est libérale en matière éducative, c'est-à-dire qu'elle préfère clairement la liberté à l'égalité. Ce qui lui importe, c'est donc que chaque enfant puisse déployer ses potentialités, non pas qu'ils arrivent tous au même niveau, ni qu'ils occupent les mêmes places dans la société, mais elle est aussi conservatrice au sens d'Hannah Arendt. Je la cite, dans son ouvrage « La crise de l'éducation », Hannah Arendt écrivait que le professeur, en donnant son cours, signifie à ses élèves « Voici notre monde », autrement dit « Vous devez l'apprendre », « Voici notre atmosphère culturelle, nos us et coutumes, les réponses que nous donnons ici aux questions humaines. Le professeur a pour tâche d'inscrire des enfants dans le monde culturel particulier de leur naissance afin d'en faire des adultes. » Donc, l'école est transmissive ou elle n'est pas, et Chantal n'a aucune espèce de sympathie pour les expériences consistant à laisser les enfants aller aux connaissances par eux-mêmes. Il s'agit pour elle d'être directive. Elle prône aussi de se concentrer sur la connaissance fondamentale sans prétendre tout enseigner et tout transmettre à tout le monde, ce qui apparaît comme une dilution déraisonnable. Réaliste, elle émet des doutes sur la démocratisation scolaire. Pour elle, 3% est le chiffre clé, il y a toujours eu 3% d'élite, et au-delà, donc il faut se concentrer sur les fondamentaux, tout en sachant qu'il y aura toujours 3% qui pourront aller au-delà, et non pas donner tout le monde de manière toute chose de manière très diluée à tous, ce qui est une utopie qui ne conduit à rien. Elle pourfend l'égalitarisme. Elle dénonce la confusion entretenue entre égalité des chances, nécessaire en démocratie, et égalité des situations ou des résultats, qui n'est pas compatible avec la première, et qui n'est d'ailleurs pas désirable, car les sociétés ont besoin d'un ordre, donc d'une hiérarchie. Je la cite, « L'égalité absolue en dignité ne saurait se transformer en égalité totale en éducation, en savoir ou n'importe quel bien terrestre. Les êtres sont tous absolument égaux en valeur intrinsèque, et seulement ainsi. Notre égalitarisme imbécile provient d'une république qui se prend pour la cité divine. » Ce qui est légitime donc et nécessaire, c'est de travailler à l'égalité des chances, c'est-à-dire finalement à la méritocratie, et c'est une illusion dangereuse de vouloir l'obtenir par l'uniformisation du cadre d'études, et donc par l'idée du monopole, notamment des cursus et des structures gérant ces propositions éducatives. Chantal est donc pour la sélection, pour la méritocratie, pour les hiérarchies, dès lors qu'elles sont accessibles par les êtres capables et pas uniquement par les initiés. Très attachée à la justice, elle pourfend l'hypocrisie des élites et de l'éducation nationale qui se gargarisent d'égalité, mais qui conduisent, en le sachant pertinemment, les masses vers la barbarie de l'ignorance. Dans le champ de l'éducation comme dans les autres domaines de l'esprit, Chantal combat le mensonge de l'élite républicaine bien pensante. Opinion super céleste et mœurs souterraines, comme disait Montaigne. Je cite Chantal, « Le système égalitaire ne produit pas du tout une société égalitaire, mais un vaste marché noir de la distinction qui finit par étendre ses ramifications partout, s'avance camouflé comme il sied à un marché noir et favorise une hypocrisie générale peu glorieuse. C'est ainsi que des croyants assomment leurs proches et moins proches de discours sur une vertu qu'ils ne pratiquent guère. » Autre citation, on pourrait même dire qu'une élite républicaine bien pensante a désigné le pauvre peuple pour vivre dans la cabane égalitaire. Ce que je trouve assez parlant.
En pédagogie, elle dénonce les ravages de l'idéologie et prône une pédagogie réaliste de l'attention. Au moule unique et monolithique de l'éducation nationale, elle préfère la diversité foisonnante des écoles libres et de toutes sortes d'initiatives. Chantal montre que la diversité éducative subsiste toujours et doit être encouragée comme on entretient une flamme, mais qu'elle est menacée par l'entreprise de délégitimation permanente des idéologues de l'éducation nationale au même titre que le pragmatisme en général. Je la cite. Cette diversité existe dans tous les systèmes, y compris les plus aplanis, comme on le sait quand on regarde l'histoire des 70 ans de soviétisme. La diversité est la loi de la vie. Le problème des idéologues est ailleurs. Ils savent qu'ils ne pourront pas empêcher la diversité qu'ils déplorent, mais ce qu'ils veulent empêcher à tout prix, c'est qu'elle devienne légitime, qu'elle soit actée comme un fait naturel et s'établisse en justice. Pour les idéologues français de l'égalité, le pragmatisme est un cynisme et doit être repoussé. Sa pensée est une dénonciation permanente des ravages de l'hubris humaine et du goût pour l'idéologie. On le disait tout à l'heure, l'homme doit prendre conscience qu'il est limité de tous côtés et fuir l'hubris de l'application. Je suis conservatrice, dit-elle, parce que je pense qu'il faut mettre des limites à notre monde. Je suis limitée de partout, par toutes les attaches que j'ai. Si je n'avais pas ces attaches affectives, je ne serais rien. Je mourrais tout de suite. C'est vrai pour les citoyens, mais c'est aussi vrai pour l'anthropologie sous-jacente à l'action éducative. Et donc, cette approche la conduit à une attention humble au réel et, dans la tradition, me semble-t-il, de Simone Veil ou de Gustave Thibon, à une pédagogie de l'attention. Sa haine de l'idéologie qui défigure le réel fait écho à son horreur du jargon précédemment évoqué. C'est ainsi que notre société, par boursouflure idéaliste, vous voyez, par mépris patricien du simple et de l'essentiel, produit par millions des handicapés de l'existence. À cet égard, l'éducation nationale est une parfaite illustration des ravages d'idéologie et précisément d'idéologie égalitariste, tant, je la cite, elle est victime d'une mentalité adossée à des chimères. Chantal est d'abord réaliste, aucune idéologie n'a grassé ses yeux, aucun système, si ce n'est l'attention au réel. Elle n'a pas davantage de sympathie pour la nostalgie d'un temps passé idéalisé et l'abstractivisme des idées dominantes dès qu'il s'agit de penser l'éducation. Mieux vaut s'inspirer de ce qui existe chez nos voisins et qui marche concrètement. Elle refuse le discours sur l'exception française, qu'elle assimile à une complaisance satisfaite pour nos propres turpitudes. Descendons dans l'arène des comparaisons internationales, regardons sans phare notre nudité et nous pourrons sauver peut-être notre école. Elle se bat contre l'égalitarisme éducatif mais ne nourrit pas d'espérance facile. L'égalitarisme ne cessera que pour des raisons financières. Là encore, l'analogie avec la chute du communisme est assez forte. Malheureusement, dit-elle, il faut aller très loin dans la chute purement matérielle pour que les chimères reculent. Attaché viscéralement à la démocratie, le caractère hautement centralisé et technocratique du pouvoir d'éducation nationale, ou d'ailleurs de l'enseignement catholique, suffit à le disqualifier à ses yeux. Elle dénonce la monstruosité de la sacralisation religieuse dont fait l'objet l'école publique dans la tradition républicaine française, que Vincent Peillon, ministre, avait fort clairement rappelé. Les Français ont une adoration religieuse pour l'école publique qu'ils sacralisent comme idole institutionnelle, dit-elle. Aucun défaut ne conduira les Français à condamner leur école publique, qui reste toujours sainte, un idéal à atteindre, jamais défait par la réalité. Si décevante soit-elle, c'est la faute à l'école privée, aux puissances d'argent, aux élites, que sais-je, mais pas à l'idéologie de l'école unique pour tous. Je la cite. La maladie qui affecte l'éducation nationale et le regard posé sur cette maladie et ses conséquences, tout cela souffre la comparaison avec le communisme. Ce dernier régime irréalisable tel que l'avaient prévu et espéré ses inventeurs s'est trouvé devant des regards si amoureux qu'on attendait toujours de le réaliser vraiment, quel que fussent le nombre et l'ampleur des tentatives précédentes, toutes malheureuses, ou plutôt monstrueuses. Revenons un tout petit peu sur l'égalitarisme avant de conclure. Cet égalitarisme pourfendu par Chantal, là où elle souhaiterait que notre école soit fondée sur la liberté et la solidarité. Chantal le dit clairement, l'éducation nationale repose sur les idéaux de 1793. Elle disqualifie l'État éducateur pour cette raison. Ce qui nous importe, c'est le développement des personnes au mieux des possibilités de chacune, dit-elle. La solidarité peut répondre à cette exigence, tandis que l'égalité, notamment à la française, répond davantage aux impératifs des idéologies violentes fondées sur l'envie, qui cherchent à restreindre les capacités des plus doués par souci de nivellement. Chantal est aussi assez relativiste, un mot qui fera frémir ici, mais il s'agit, alors c'est un peu curieux comme idée, mais enfin il s'agit d'une sorte de relativisme barésien, c'est-à-dire
un relativisme d'enracinement dans le particulier pour accéder à l'universel. C'est ce que disait notre ami Mathieu Bocoté. Chacun pense par rapport à sa patrie, sa famille et ses particularités. On trouverait vrai une autre vérité si on était né sous d'autres cieux. Mais s'il a dit ça, ce n'est pas pour disqualifier ses particularités comme le ferait un payon. Au contraire, elles sont la voie nécessaire pour accéder à l'universel. Diversité de l'éducation familiale, diversité d'éducation dans le cadre de différentes écoles libres, qu'elles soient aussi foisonnantes et diverses que possible. Le pluralisme scolaire est préférable à l'unité d'une éducation par la seule éducation nationale, parce que personne ne peut apporter l'universel en faisant l'économie du filtre ou de la médiation du particulier. Surtout pas l'agent public de l'État. Je la cite, « Le professeur est censé apporter l'élève un programme républicain concocté dans les nuées. Un idéal pur. Mais cela n'existe pas. Le professeur apporte plutôt sa propre vision du monde sous couvert de neutralité. » Nous sommes confrontés au paradoxe d'une époque relativiste avec une école absolutiste qui refuse de prendre en compte l'impossible perfection des systèmes et donc de ce qu'elle est et la relativité des interprétations. Je la cite, « Aucun manuel au monde n'enseigne directement la réalité, car aucun savoir n'est immédiat. Il est toujours interprétation. Seulement ici, l'unité qui se croit parfaite évince toute concurrence, et l'illusion de la neutralité obscurcit la conscience devant les prises de position. Ce qui pourrait sauver de la partialité, ce n'est pas l'émergence de la neutralité, qui n'existe pas, mais la pluralité des opinions partielles et partiales. » Fin de citation. En conclusion, je reviendrai simplement sur la posture militante qui me semble originale de Chantal Delsol. Elle a une pensée qui est sans concession, mais soucieuse de ne pas engager nos enfants dans des guerres inutiles. L'éducation doit donner à l'enfant la ferveur de la recherche du vrai, du bien, du juste, du beau. À ce titre, les familles dans leur diversité et les écoles dans leur diversité ont une responsabilité de premier plan. Vu l'état du monde, cela conduira souvent les enfants à vivre en état de minorité. Il y a un deuil à faire, dit-elle, pour nos enfants de se sentir bien dans la société. Formule assez terrible. Mais Chantal précise, sans entrer en guerre contre la société. Deux raisons à cela. Il y a du bon dans la modernité. On ne peut pas amender la société si on entre en guerre contre elle, par principe. Alors qu'on peut faire valoir utilement son point de vue, surtout si on emprunte à des arguments qui ne sont pas les nôtres. Donc, vivre comme une minorité, oui, ne pas se prendre pour une majorité quand on est devenu une minorité, ce qui rejoint le propos de Mathieu Bocoté, mais une minorité conquérante qui sait se servir du fonctionnement du temps, de la critique conséquentialiste, par exemple, des raisonnements dominants. C'est un point capital en matière d'éducation, oui au cocon de la famille, oui aux écoles indépendantes protectrices, mais à condition de vivre dans la cité telle qu'elle est, à condition que l'éducation introduise les enfants au monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il fût. Je vous remercie. Merci beaucoup Gérald pour cette intervention aussi passionnante qu'amicale à l'égard de Chantal. Nous allons maintenant pouvoir passer le micro à Guillaume Bernard, professeur à l'ICES, à l'Institut catholique de Vendée, et qui a choisi de traiter l'un des thèmes centraux de la pensée politique de Chantal, en tout cas il y a une vingtaine d'années, et peut-être au début, la question du principe de subsidiarité, d'intituler le ton d'intervention « La compréhension moderne de la subsidiarité ». Merci Gérald. Merci, merci Jean-Thomas. Chère Chantal, c'est évidemment un immense honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui et devant cet aréopage de belle intelligence. Je vais essayer de ne pas trop vous décevoir. Alors rassurez-vous, certains ont dû voir que j'avais un énorme paquet. Ça tient au fait que je suis complètement bigleux, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est écrit en très gros. Rassurez-vous, le texte est relativement court et au besoin j'abrégerai la troisième partie. Oui, effectivement, c'est le sujet de la subsidiarité dans l'œuvre de Chantal Delsol que j'ai souhaité traiter parce qu'effectivement, il fait partie des thèmes qui m'intéressent au plus haut point. Bien que le sujet donc intéresse juristes et économistes, en particulier, on le sait bien, catholiques, la production intellectuelle sur le principe de subsidiarité, en tant que telle,
et non pas comme accessoire à une démonstration, est relativement mince. Il suffit pour s'en convaincre de consulter le catalogue de la BNF. Il y a très peu de titres d'ouvrages utilisant en langue française le substantif subsidiarité. Cela démontre à quel point sont importants les travaux de Chantal Delsol sur la question. Ces novatrices études sont essentiellement, mais pas exclusivement, constituées par deux ouvrages publiés au début de la décennie 1990, l'un de recherche fondamentale, l'État subsidiaire, l'autre de synthèse, le principe de subsidiarité. Tandis que l'adjectif subsidiaire et l'adverbe subsidiairement existent en français depuis respectivement les XIVe et XVIe siècles, le substantif subsidiarité est beaucoup plus récent, puisqu'il date du XXe siècle. Il n'en reste pas moins que le concept est beaucoup plus ancien, et l'un des principaux apports de Chantal Delsol est d'avoir démontré et illustré que la subsidiarité a été pensée par la philosophie politique de l'Antiquité païenne, donc avant la doctrine sociale de l'Église, même s'il a été essentiellement remis sur le devant de la scène, justement, par cette doctrine sociale, après les prémices dues à Monseigneur Wilhelm Emanuel von Helmholtz. L'analyse que je vais vous proposer ici est donc d'une certaine manière personnelle, avec ma propre sensibilité, cependant, évidemment, elle est éminemment dépendante des travaux de Chantal Delsol, donc je vais vous proposer d'une certaine manière une relecture. Alors, je voulais le dire en conclusion, mais je pense qu'il faut peut-être mieux que je le dise tout de suite. Vous constaterez que Chantal Delsol est plus diplomate, et plus nuancée, et plus, comment dire, j'avais noté, et plus bienveillante, et enfin plus optimiste que moi. Ce qui fait que je dois reconnaître, et j'espère que ça n'en choquera pas trop parmi vous, qu'il m'arrive, c'est vrai, de basculer pour ma part du côté, j'allais dire obscur, du côté réactionnaire de la force. J'ai préféré vous le dire tout de suite plutôt que de le dire en conclusion, étant donné que vous l'auriez de toute façon constaté. Bon, cela dit, je crois qu'il faut évidemment dans un premier temps faire une présentation succincte des principaux caractères de la subsidiarité, ce sera la première partie, ce qui permettra de proposer une analyse de la compatibilité ou non des principes politiques et juridiques modernes avec celle-ci, et enfin, tenter d'illustrer ce qui peut ou pourrait apparaître comme des simulacres de subsidiarité à l'époque contemporaine. Ce sera la troisième partie, mais je l'abrégerai au besoin. Les caractères saillants de la subsidiarité. Je ne vous ferai pas l'injure, évidemment, ni de faire un inhabile résumé des auteurs analysés par Chantal, ni de vous lire le fameux paragraphe 572 de l'encyclique Quadragesimo Anno du pape Pie XI en date du 15 mai 1931. Allons droit à une tentative bien orgueilleuse de synthèse. La subsidiarité s'inscrit dans une vision organiciste de la société, ce sera le premier point. Elle est une condition et un moyen de réalisation du bien commun, ce sera le deuxième point, et elle suppose une adaptabilité permanente, ce sera le troisième point, et incontestablement, évidemment, le plus important. Chacune de ces sous-parties ayant d'une certaine manière une correspondance, vous le verrez dans la deuxième partie de mon exposé. Subsidiarité et organicisme social. Le principe de subsidiarité s'inscrit dans et s'appuie sur une vision organiciste de la société où la sociabilité de l'homme est naturelle et où la personne individuelle participe à une pluralité de personnes collectives. Famille, paroisse, métier, province, nation, civilisation, etc. Et l'adepte de science-fiction que je suis pourrait vous dire la Fédération des Planètes Unies de Star Trek. Bon, passons, je sais que je me suis ridiculisé, vous couperez au montage. Bien, la subsidiarité s'exprime pleinement dans le cadre de la conception classique du droit. La société est en fait d'une multiplicité de relations d'altérité. Il s'agit de rendre à chacun son dû, d'attribuer à chacun, à chaque corps social,
et en son sein même d'ailleurs à chacun de ses membres, ce qui lui revient. La subsidiarité s'applique entre les différents corps sociaux, mais également à l'intérieur de chacun d'eux. Il y a donc une incompatibilité, me semble-t-il, entre la subsidiarité et le droit conçu comme un attribut de l'homme, c'est ce que j'essaierai de développer tout à l'heure, attribut de l'homme, que chacun de ces droits soit supposé tirer de la nature de l'homme ou établi par le droit positif. Deuxième point, subsidiarité et bien commun. La subsidiarité est une condition et un moyen de réalisation du bien commun. De même qu'il y a un bien commun à chaque corps social, famille, association, entreprise, etc., chacun d'eux participe à la réalisation du bien commun d'un corps social dans lequel il s'insère et qui lui est plus vaste. La subsidiarité est à la fois une condition et une réalisation du bien commun, étant entendu que celui-ci consiste dans la réalisation concomitante du bien des parties et du bien du tout, étant entendu qu'il est à la fois donc le bien de chacun et le bien de tous. C'est à la lumière de la recherche du bien commun que la subsidiarité doit être appliquée, que la liberté de l'échelon inférieur ou l'intervention de l'échelon supérieur doivent être concrètement déterminées. Il y a donc une incompatibilité, me semble-t-il, de la subsidiarité avec le légalisme qui détermine a priori et de façon abstraite une règle de conduite devant être ensuite plaquée sur le réel. Alors, ce n'est pas l'objet de cette intervention, c'est vrai, de débattre de la souveraineté, mais il me semble quand même important de relever que la définition bodinienne de la souveraineté, réservant la souveraineté à l'échelon le plus élevé, et n'ayant pas de supérieur, ne facilite évidemment pas la compréhension de la subsidiarité. Tandis que l'appréhension classique de la souveraineté, telle par exemple qu'elle est exprimée chez le bailli de Beaumanoir dans les coutumes de Beauvaisis, le baron est souverain dans la baronnie, le roi est souverain dans le royaume, eh bien cette conception plus classique de la souveraineté permettait de comprendre que chaque corps social avait son propre bien commun et en son sein une autorité chargée de le réaliser. Le bien commun du royaume suppose que la baronnie puisse réaliser le sien et ne doit pas donc chercher à le sacrifier. Troisième point, subsidiarité et pragmatisme politique. La subsidiarité a, évidemment, on l'a tous lu dans les travaux de Chantal Delsol, une double acception, négative et positive. Négative, l'échelon supérieur doit s'abstenir de cadenasser l'épanouissement de l'échelon inférieur, et puis une vision, une acception plus positive, l'échelon supérieur doit, au besoin, soutenir l'échelon inférieur, autrement dit, lui venir en aide, autrement dit, le servir. Le supérieur est là pour servir l'inférieur, pour l'aider à se développer lui-même, à trouver, alors je ne voudrais pas me lancer dans de la philosophie que je ne maîtrise évidemment pas aussi bien que bien des personnes ici, mais que chacun puisse effectivement réaliser son devoir-être. L'échelon supérieur peut être amené à se substituer à l'inférieur, mais son premier rôle est d'aider l'échelon inférieur à résoudre lui-même le problème auquel il est confronté. La subsidiarité n'exclut pas l'intervention du niveau supérieur, elle n'est pas un principe absolu de non-intervention, mais un principe d'intervention limitée, chaque fois que c'est nécessaire, et d'intervention qui, a priori, devrait être temporaire. Cependant, on ne délègue à l'échelon supérieur que ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. Si l'autorité se diffuse du haut vers le bas, la subsidiarité fonctionne quant à elle du bas vers le haut. Les frontières de compétences entre les différents niveaux sociaux sont fluctuantes en fonction des personnes, des lieux et des temps. Le principe de subsidiarité implique qu'elles puissent sans cesse varier et même qu'elles doivent varier. Or, certains ont cru pouvoir reprocher à ce principe de plus servir à identifier les problèmes qu'à leur donner des solutions. Cette critique suppose qu'il devrait y avoir une répartition des pouvoirs définitivement établie. Or, la délimitation des pouvoirs entre chaque niveau doit varier en fonction de ce qui est le plus utile à la réalisation concrète du bien commun.
Le principe de subsidiarité exclut que soit fixée a priori et de manière définitive la répartition des compétences entre les corps sociaux. Il y a là un pragmatisme que l'on retrouve dans la philosophie classique à propos, par exemple, du régime politique. Celui-ci n'est qu'un moyen destiné à la réalisation du bien commun en fonction des lieux ou des temps. Sa légitimité est donc susceptible de varier. Je ne vous ferai évidemment pas l'injure de vous rappeler que le critère principal de légitimité d'un pouvoir dans la philosophie classique, c'est sa capacité à réaliser le bien commun. La question du nombre de personnes exerçant le pouvoir est une question parfaitement subalterne. Maintenant, elle est évidemment plus ou moins susceptible d'avoir une influence, cette question, en fonction du lieu et du temps. Un grand royaume au XIIIe siècle, comme l'est la France, eh bien, a peut-être plus intérêt à être dirigé par un monarque que par une assemblée délibérante. Et c'est ce qui fait qu'on sent chez saint Thomas d'Aquin sans doute une préférence pour la monarchie, mais c'est une préférence. Ce qui compte, c'est que le régime réalise le bien commun. De manière générale, n'est ponctuellement délégué à l'échelon supérieur que ce pourquoi la compétence n'est pas disponible au plus près du besoin. Ainsi, les parents ne font-ils appel à l'école que dans la mesure où ils n'ont pas toutes les connaissances que leurs enfants doivent apprendre, mais le rôle des parents évolue aussi avec l'avancée en âge des enfants. Ils prennent sur eux de faire baptiser leur enfant, mais celui-ci prend la décision de sa confirmation. De même, le rôle de l'État peut varier en fonction des circonstances, temps de paix ou temps de guerre, période de prospérité ou période de crise, etc. Ainsi, la subsidiarité suppose-t-elle une souplesse constante, une adaptabilité permanente. Et j'en viens donc à la deuxième partie, l'incompatibilité, me semble-t-il, d'un certain nombre de principes, je prends quelques précautions oratoires, d'un certain nombre de principes politiques et juridiques modernes avec la subsidiarité telle que je vous ai proposé de la présenter de manière synthétique. Les présupposés idéologiques, ou du moins certains présupposés idéologiques de la modernité politique et juridique, paraissent en contradiction avec la subsidiarité. Trois peuvent être inventoriés. Le droit attribut de l'homme, c'est le premier point. Le contractualisme social, c'est le deuxième point. Et l'idée de l'intérêt général, qui est très éloignée du bien commun, ce sera le troisième point. Subsidiarité et droits attributs de l'homme. La subsidiarité s'épanouit dans le cadre d'un système juridique où le droit est une chose extérieure, Michel Villet sort de ce corps, est une chose extérieure à la personne et lui est attribuée en fonction de ses mérites, en raison du rôle qu'elle joue dans une relation sociale. Or, la modernité s'appuie sur une toute autre conception, celle des droits subjectifs. Or, si le droit est un attribut de l'homme, s'il est une puissance intérieure qui est projetée par la personne physique ou morale à l'extérieur, la relation juridique ne peut être qu'un rapport de force ou au mieux une relation d'intérêt. Or, l'échelon supérieur plus vaste dispose de plus de moyens, sera donc a priori toujours plus efficace que l'échelon inférieur. Il vassalisera, voire absorbera l'échelon inférieur. C'est sans doute pour cela que la doctrine sociale de l'Église s'attachait à rappeler la dignité ontologique de la personne humaine comme fondement de la légitimité des corps sociaux. Appliquer la subsidiarité, c'est respecter la dignité des personnes, étant entendu que les corps sociaux méritent d'être défendus parce qu'ils sont une des expressions de la vie des personnes. Ce faisant, la doctrine sociale utilise une notion morale, la dignité de l'homme fait à l'image de Dieu, dans une question juridique, la répartition des droits, la rétribution des actes, et s'éloigne, me semble-t-il, de la dignitas romaine ou classique. Subsidiarité et contrat social. Il est inutile évidemment de rappeler que la théorie du contrat social connaît de multiples versions. Cependant, toutes s'accordent tout de même sur au moins deux choses. D'une part, la nécessité pour la conservation de l'homme de basculer de l'état de nature à l'état de société, et d'autre part, l'abandon, total ou partiel, en fonction des auteurs, de leurs droits naturels par les hommes pour constituer la puissance publique. Autrement dit,
la répartition des pouvoirs entre l'État et la société civile est fixée lors de l'abandon réciproque des droits auxquels les individus ont procédé. Dans le système hobbésien, les individus ne peuvent espérer exercer que des droits civils et politiques redistribués par Léviathan. Ce n'est pas de la subsidiarité, c'est de la subordination. Dans la logique rousseauiste, le déviationniste de la volonté générale se voit exclu du contrat social et en danger de mort, non seulement sociale, mais aussi physique. C'est encore moins de la subsidiarité que l'inféodation. Dans la pensée lockienne, l'individu est susceptible de retrouver l'usage des droits naturels qu'il a cédés à la puissance publique, mais quand celle-ci est défaillante. Si cette puissance publique n'en assure pas la garantie. S'il ne les exerce pas, donc, à sa place. Pensons évidemment, par exemple, au droit de posséder ou de porter des armes aux États-Unis. Le contrat social libéral est donc, en apparence du moins, plus proche de la subsidiarité que le sont les contrats sociaux collectivistes ou totalitaires, totalisants, voire totalitaires. Bon, en apparence seulement, car il ne s'agit nullement de subsidiarité, c'est la défaillance du niveau supérieur qui conduit le niveau inférieur à agir, qui permet aux individus d'exercer à nouveau les droits qu'ils avaient abandonnés, en théorie, à la puissance publique pour que celle-ci les exerce à leur place. Favoriser le dynamisme des personnes physiques et morales est un point de rencontre du subsidiarisme et du libéralisme. L'un et l'autre considèrent d'un côté que l'organisation de la vie sociale doit se penser au plus bas niveau possible, et de l'autre qu'affaiblir la société civile, c'est laisser illégitimement libre champ à la puissance publique. La subsidiarité s'oppose logiquement aux monopoles étatiques, tant par exemple en matière d'instruction que de protection sociale. Subsidiarité et libéralisme critiquent l'État lorsqu'il outrepasse son rôle, lorsqu'il sort de son domaine propre. En cela, la subsidiarité semble plus proche, effectivement, du libéralisme que du collectivisme. Mais ces deux approches vont profondément diverger sur le fait que le domaine de compétence de l'État est pour la première susceptible de varier en fonction des circonstances, tandis que pour la seconde, il est fixé de manière définitive par les abandons des droits réalisés lors du contrat social. Quand l'individu récupère les droits inaliénables qu'il a cédés à l'État, c'est parce que celui-ci est défaillant, pardon pour la répétition, je ne m'en étais pas zappé. S'il ne l'est pas, l'individu n'a aucune raison, l'État n'est pas défaillant, l'individu n'a aucune raison de récupérer l'usage de ses droits naturels qu'il a confiés à la puissance publique. Troisième et dernier point, votre calvaire va bientôt s'achever, subsidiarité et intérêt général. L'intérêt général moderne, où le tout n'est que la somme des parties, est extrêmement éloigné du bien commun classique. Le libéralisme considère qu'il faut laisser libre cours aux parties composant le tout, puisque sans les premières, il n'y aurait pas le second. Le collectivisme pense nécessaire d'écraser les intérêts des parties au nom de l'intérêt du tout, puisque le second est plus grand que les premiers. Certes, le bien commun n'est pas collectiviste, et la subsidiarité s'oppose donc à l'étatisation et à la bureaucratisation, même sous prétexte d'égalité. D'où la défense par la doctrine sociale de la propriété privée, par exemple, et même la nécessaire modération des prélèvements obligatoires. Pour autant, la subsidiarité n'empêche pas que l'échelon supérieur intervienne en cas de nécessité, c'est le principe de suppléance, mais la suppléance de l'échelon supérieur ne doit être que temporaire. La subsidiarité a deux versants, négatif, la non-ingérence du supérieur à l'égard de l'inférieur, sauf nécessité, l'autre positif, l'aide apportée par le supérieur à l'inférieur. Or, les tenants du libéralisme d'un côté et du collectivisme de l'autre n'en retiennent qu'un des deux. Le premier, pour ceux qui critiquent l'État-providence, voire l'État lui-même d'ailleurs. Le second, pour ceux qui voient dans l'État, non pas seulement le garant, mais l'incarnation de l'intérêt général. Dans son approche classique, la subsidiarité et la solidarité sont indissociables. La première, sans la seconde, crée le risque de l'individualisme. La seconde, sans la première, ouvre la porte à l'assistanat.
J'ai une troisième partie, mais puisqu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être une publication, je vais l'abréger énormément pour que vous puissiez être libérés. Mais j'en dis quand même l'essentiel, les simulacres contemporains de la subsidiarité. La subsidiarité s'inscrit dans un paradigme ascendant et non pas descendant. Or, les simulacres modernes de la subsidiarité, parmi lesquels eh bien, il y a bien sûr le corporatisme d'origine étatique ou fasciste, Chantal l'a évidemment démontré, la construction européenne, là, il risque d'y avoir évidemment quelques divergences, et même, malheureusement, la décentralisation à la française, eh bien, ces simulacres modernes font l'inverse, ils sont descendants et non pas ascendants. Bon, pour ce qui est du corporatisme d'origine étatique, fasciste en particulier, je crois que c'est quand même inutile, évidemment, de le développer, puisque les corps sociaux, les corps de métier, ne sont pas issus de la vie sociale réelle, mais sont une création obligatoire de l'État. Évidemment, ce corporatisme-là, eh bien, ne peut pas être considéré comme étant une expression de la subsidiarité. Quant à l'Union européenne, quelques mots. Il est vrai que la logique de la gouvernance de l'Union européenne, j'ai utilisé volontairement le terme de gouvernance, qui n'est pas évidemment mon terme préféré, tant, je dirais, il conduit d'une certaine manière à limiter les choix politiques, sous prétexte d'une technicité, d'une scientificité, n'est-ce pas, des choix qui devraient s'imposer à tous. Mais enfin, en tout cas, la logique de la gouvernance de l'Union européenne conduit à des abandons de souveraineté, mais c'est vrai qu'ils ne sont faits a priori que si ces abandons sont au comme bénéfice et non pas au préjudice des droits et des devoirs fondamentaux des individus. Et donc, dans ces conditions, cela pourrait apparaître comme une confirmation du principe de subsidiarité. Bien. En fait, il me semble quand même que le principe de subsidiarité qui a été intégré dans les traités de l'Union européenne à partir de Maastricht a été interprété d'une manière que d'aucuns qualifient d'erronée. La façon dont ce principe est présent en fait une subsidiarité descendante et non pas ascendante sur le modèle allemand du fédéralisme coopératif, où c'est bien le Bund qui décide si oui ou non les Länder sont capables d'exercer les compétences partagées. Troisième illustration, si vous le permettez, eh bien, si je retrouve cela dans mon... Oui, je voudrais juste, pardonnez-moi, dire une chose que je précise, la subsidiarité n'est pas pour autant contraire ou opposée au fédéralisme, dans la mesure où le fédéralisme fonctionne selon un principe que je permettrais de qualifier de classique, que l'on retrouve par exemple dans le 10e amendement à la Constitution fédérale des États-Unis. Donc les 10 premiers amendements ont été votés en 1791, donc très rapidement après la mise en application de la Constitution fédérale au 1er janvier 1789, et le 10e amendement à la Constitution américaine nous dit « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution ni prohibés aux États sont réservés aux États ou au peuple. » Réservés aux États ou au peuple. Autrement dit, la compétence de droit commun appartient aux unités fédérées et l'État fédéral ne dispose que de compétences qui lui sont attribuées et explicitement attribuées. On sait très bien qu'évidemment, notamment grâce à la jurisprudence de la Cour suprême, disons de la fin de la guerre de sécession jusque dans les années 1990, à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir une certaine inversion. En tout cas, la Constitution a été tout interprétée au bénéfice de l'État fédéral. Dernier point très rapide, la décentralisation française. Elle est évidemment sans doute préférable, évidemment, au jacobinisme, parce qu'elle permet une libre administration des collectivités territoriales. Et vous connaissez tous l'article 72, alinéa 2 de la Constitution, issue de la révision de 2003, qui dispose « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. » Alors là, évidemment, on se dit que c'est véritablement une forme de subsidiarité. Cependant,
la décentralisation fonctionne dans une logique descendante. C'est l'État qui transfère des compétences aux collectivités territoriales. C'est l'État qui a supprimé récemment la clause de compétence générale. Et c'est l'État qui, sous prétexte de rationalité, cherche à encadrer l'exercice des libertés locales par les collectivités. Je vous renvoie évidemment à la fameuse loi NOTRe de 2015. Comment conclure? Alors évidemment, il ne me reste plus que 2 points, puisque le premier point consistait à vous présenter mes excuses pour avoir été moins bienveillant, moins diplomate et moins optimiste que Chantal Delsol. Le second point est un peu plus académique. Je marche sur des œufs, et je l'ai naturellement mis dans la conclusion, parce que je n'affirme pas. Quant à ses fondements philosophiques, la subsidiarité est lourde d'un message, me semble-t-il, d'hostilité irréductible à l'égard de la modernité. C'est une citation. Bon. Or, qui n'est pas de moi, hein, je ne m'auto-cite pas encore. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Bon. Mais ça n'est naturellement pas une citation de Chantal Delsol. Évidemment non plus. Or, la subsidiarité de la doctrine sociale est-elle une réaction de l'État à la modernité ou une tentative de celle-ci pour la réformer de l'intérieur? La réactivation du concept de subsidiarité par les autorités ecclésiastiques s'est faite dans le contexte, on le sait, de l'émergence et de l'affirmation des totalitarismes. L'État subsidiaire était, d'une certaine manière, proposé comme alternative à l'État totalitaire. Toutefois, la place primordiale donnée à la personne humaine se fit en acceptant un ralliement, me semble-t-il, à la vision moderne des droits subjectifs. N'y est-il pas là une concession qui contribue à expliquer certaines déformations que la subsidiarité a pu par la suite connaître? Et puis, une dernière réflexion d'ouverture, vous allez me dire qu'on est très loin du sujet, je ne le crois pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans la question de savoir qu'est-ce qui fait la légitimité d'un pouvoir. La subsidiarité soulève et, à mon sens, règle la question de l'étendue du pouvoir et de la responsabilité. Et de la responsabilité. Et il reste évidemment une question d'ordre théologique. Enfin, il reste moult questions, mais notamment une question d'ordre théologique. S'il n'y avait pas eu le péché originel, le pouvoir aurait-il été nécessaire? Il n'est pas dans mon intention, évidemment, de résoudre ici la question. J'ai une deuxième pochette, on peut se lancer. Pas essayer de résoudre la question, mais les 2 réponses possibles, eh bien, ouvrent des perspectives passionnantes. Première réponse, non. Il n'y aurait pas eu besoin du pouvoir s'il n'y avait pas eu le péché originel. Car la conduite des hommes aurait été parfaitement morale et respectueuse de l'harmonie, de la juste répartition des choses. Vincent de Beauvais, qui est un dominicain du XIIIe siècle, semble plutôt basculer de ce côté-là. Et puis il y a un autre dominicain du XIIIe siècle, saint Thomas, qui semble plutôt basculer de l'autre côté. Oui, le pouvoir aurait de toute façon été nécessaire, car le principe que ce soit la tête qui dirige le corps est inscrit dans l'ordre des choses, que la tête dirige le corps, mais qu'en même temps, chaque corps social est inscrit dans un autre plus vaste, et que chacun de ces corps sociaux doit réaliser son propre bien, et que le supérieur soit au service du bien commun du corps social inférieur, il me semble quand même que nous sommes dans la question. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre indulgence. Cher Guillaume, et merci de nous avoir donné le thème de notre prochaine conférence. Merci Guillaume. Chers amis, nous avons un peu de temps, donc si vous souhaitez, s'il y a quelques questions, il n'y a pas grand-chose dans la salle, je ne sais pas si on peut changer. Non, alors s'il y a beaucoup de lumière, c'est aussi de ma faute, parce que j'ai évidemment besoin de beaucoup de luminosité. Oui. Y a-t-il quelques questions, quelques commentaires? On peut répondre pour Mathieu, hein, si vous voulez. Hein. On prend l'accent et on fait une réponse à sa place. Non? Écoutez, alors, je vais remercier. Merci, pardon. Merci, madame. Je voulais vous poser une question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le péché originel... Tu vois, elle était bonne. Non, mais là... Est-ce qu'il
La science. Merci, madame. La science, oui, puisqu'il y a un ordre des choses et que cet ordre des choses est régi par un certain nombre de lois qui sont inscrites en lui, que ce soit des lois physiques, chimiques, biologiques, sociales. Et c'est la réponse de ceux qui disent, mais oui, même s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait quand même eu le pouvoir, malgré tout, parce que c'est inscrit dans cet ordre naturel des choses. Voilà, donc la science, oui, simplement, on aurait peut-être compris plus rapidement les choses. Et donc moi j'ai besoin, naturellement, la subsidiarité s'applique à moi, parce que vous comprenez bien que si c'est moi qui explique les sciences physiques à mes enfants, les avions ne sont plus près de décoller. Voilà. Donc voilà une application concrète de la chose. D'autres questions? Je peux poser une question si tu veux? Oui, le pianiste, s'il vous plaît. C'est ma passion personnelle. Bonjour, merci Guillaume pour ta question, finale, tes remarques et tes réponses précédentes. C'était très rigoureux. J'essaie de prolonger un dialogue que j'ai sur ce point exact avec Chantal, là encore, sur la subsidiarité. C'est justement une de nos passions communes. Peggy avait l'air de dire que s'il y a un péché des catholiques, des chrétiens, et en général des hommes, c'est d'avoir une pensée habituée. Donc il y a des concepts, on peut, pour conclure peut-être notre journée avec une question difficile, il y a des concepts sur lesquels certains penseurs, nous tous peut-être, nous avons tendance à reposer de manière un peu habituée, automatique. C'est par exemple une question que, même si je l'enseigne, volontiers dans nos cours à l'université, la subsidiarité, j'ai toujours le sentiment, c'est la première partie de ma question que je te pose, que d'une certaine manière, dans certains milieux croyants, on fait une sorte de totem de la référence à la subsidiarité, là où elle ne s'avère à peu près jamais effective dans l'histoire pratique. Donc, une question que je te posais pour commencer, comment tu expliques que par-delà les fautes de la pensée moderne que tu as illustrées, comment tu expliques la faiblesse, disons, d'actuation, la faiblesse de mise à l'œuvre du principe de subsidiarité? Dans la deuxième partie, en somme, j'essaie de te répondre à place, mais tu me diras c'est la réponse. C'est au fond, c'est une question, un sentiment que j'ai quand même, c'est que la subsidiarité, tu as indiqué une partie de la réponse. Elle arrive à un moment de l'histoire où il s'agit de répondre aux défis modernes à l'État. Ça, c'est évident. Mais il y a peut-être un autre élément qui émerge là où l'Union européenne s'approprie la notion. Et qu'on voit, il est très difficile à appliquer parce que l'Union européenne a tendance à penser que les bons niveaux de décision, c'est l'Union européenne. Et alors, c'est là que les conflits existent. Et donc, la question peut-être est la suivante. La subsidiarité, au fond, me semble-t-il, présuppose déjà certaines réponses. Par exemple, dans quelle communauté politique on vit? Si on est dans une nation, entre Paris et Belley, ou entre Paris et Angers, il y a débat sur qui doit mettre à l'œuvre mieux, comme les créateurs laissent aux hommes la liberté du gouvernement. La question de bien comment, dès la France, entre l'Europe et la France et les nations européennes, n'est le même débat. Donc, j'ai le sentiment que la subsidiarité est un principe merveilleux dès lors que certaines questions éminentes ont été déjà abordées, comme par exemple, quelle est la communauté politique dont le bien commun, où le bien commun doit être cherché. Et ce n'est pas une petite question. C'est à peu près la question de l'histoire universelle. Et c'est en ce sens que, voilà, j'essaye de ne pas nous habiter... De ne pas relancer pour toute la nuit. Voilà. De ne pas habiter notre pensée en nous disant pourquoi certains des principes qui nous sont chers, dès qu'on essaie de les mettre à l'œuvre, même s'ils nous donnent des séances merveilleuses de cours, je fais comme toi, mais pas avec ta précision et ta clarté, ta complétude. J'ai démontré la perfection du concept, mais il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'après tout, ces concepts parfois marchent si peu, on a du mal à les mettre à l'œuvre. Voilà. Alors, une toute petite précision sur la question de l'Union européenne. J'aurais dû le dire, et comme je ne l'avais pas noté explicitement dans mon texte, j'ai ripé dessus. Il va sans dire que le fonctionnement de l'Union européenne et le suivant, ce sont bien les États qui décident de confier à l'Union. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'Union qui usurpe des compétences aux États, c'est bien quand même les États. Alors, oui, mais enfin, au départ, dans les traités, c'est bien les États qui font. Donc, dans le non-respect de la subsidiarité, du moins telle qu'elle est conçue de manière classique, par l'Union européenne, il me semble que les États sont autant responsables et coupables
que l'Union européenne dans ce non-respect. Bon. Pour ce qui est de la non-respect. Bon. Pour ce qui est de la première question à laquelle je sais plus facilement répondre, je pense qu'à la seconde, hein, sincèrement, la seconde, on fera, on se reverra quoi. Non, plus sérieusement, pour ce qui est de la première question, je pense que si nous avons du mal à voir l'application effective de la subsidiarité, c'est que nous sommes tous omnubilés par une forme de, comment dire, de constitutionnalisme, de légalisme. C'est-à-dire que nous avons implicitement, même si intellectuellement nous n'y adhérons pas, mais psychologiquement, nous avons intégré le réflexe du contractualisme. Pas de société, pas de contrat, pas de société. Pas de constitution écrite préétablie qu'on va ensuite appliquer sur le réel, pas d'ordre politique. Pas de loi préétablie, pas de règles de vie en société. Et donc par conséquent, on va toujours rechercher la subsidiarité dans des textes qui, comment dire, répartiraient à un moment donné les compétences entre les différents corps sociaux. Or, je crois il me semble que les sociétés de type classique, que ce soit les cités grecques, l'Empire romain ou l'ancienne France, qui naturellement sont parfaitement différentes, étant donné que ce ne sont pas les mêmes hommes, pas les mêmes lieux, pas les mêmes temps, pas les mêmes circonstances, ces sociétés-là ont de fait appliqué la subsidiarité. Quand, effectivement, le roi comment dire, attribue des droits particuliers à tel corps de métier, à telle ville, à tel ordre social, à telle province, le fait comment dire, de maintenir les États provinciaux dans une province, de créer un parlement provincial dans tel autre, c'est une forme de subsidiarité, dans le sens où le corps social qui est la province, le corps de métier, l'ordre, ont la capacité comment dire, de sécréter en eux une vie sociale qui justifie qu'il y ait la reconnaissance juridique par un droit particulier. Donc il me semble que la subsidiarité, en fait, elle est partout dans les sociétés qui fonctionnent selon le... Alors, elle est partout, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement respectée, bien appliquée, ou que le bien commun soit toujours réalisé. On est bien d'accord, les hommes sont parfaitement défaillants. Mais le principe de la subsidiarité me semble beaucoup plus facilement applicable et inscrit dans la vie sociale dans une société où le droit est conçu comme une rétribution de l'acte et non comme étant une puissance intérieure que l'on projette vers l'extérieur. Voilà. Pour la réponse à la première question, qui là, pour le coup, je sais y répondre, à la seconde, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup pour votre exposé et d'avoir dit ce que vous avez dit à la fin, tout en nous rappelant au début de votre long parcours sans lunettes ou avec lunettes, ce qui se passait au XIIIe siècle entre un baron et un roi. Je voudrais dire, pour répondre aussi à la dame qui vous a interpellé récemment, que tout cela doit être pris comme vous l'avez fait, c'est-à-dire du point de vue social, empirique et finalement historique, et non pas selon le biais méthodologique qui nous trotte à tous dans la tête, qui est la représentation selon l'avant et l'après. Quand nous mettons tout cela dans un spectre où il y a eu un avant le péché originel, puis après le péché originel, ou avant le contrat social et après le contrat social, nous nous plantons. Et tous les auteurs du contrat social, enfin, celui qui l'a mieux dit, c'est Rousseau, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans le contrat social, selon lui, parce qu'on habite. Et c'est l'habitat qui vaut signature. Ce qui veut dire que jamais personne n'a signé le moindre bout de papier. Pas moi en tout cas, c'est sûr. Ni moi. Et personne n'a jamais fait la même chose. De la même façon, pour le péché originel, je le dirais en 3 mots, si on voit le récit qui consiste à exposer en termes d'avant et d'après, ou alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passait avant et pourquoi on ne pourrait pas revenir à l'avant, ce qui est terrible pour le messianisme contemporain. Le rêve d'un nouveau paradis originel, qu'il soit artificiel ou écologiste, qui sera l'enfer d'ailleurs. Mais l'avant et l'après n'existent pas. Péché originel, ça veut dire que moi, en tout temps, je m'aperçois que je suis pécheur sans avoir rien fait pour ça. Je suis... quand même, c'est après. Pour ça. Non, non. Et là, je veux citer Kierkegaard. Il y a eu le péché qui a entraîné la péccabilité. Et c'est parce que je suis pécheur que je peux pécher. Mais si je ne l'étais pas pécheur, je ne pécherais jamais. Il ne faut pas inverser les choses. Et c'est pour ça qu'il dit, Adam et toute l'humanité
mais personne d'entre nous n'est Adam. Ou bien nous sommes tous qui reviennent au même. Donc si on pense, non pas en avant et en après, la question de savoir si on aurait eu besoin ou pas d'une société avec l'état d'origine à l'état édénique, la question ne se pose pas, puisque c'est précisément en voulant être les maîtres du bien et du mal qu'il y a eu le péché. Or ça a toujours été fait chez les humains. Dominus vobiscum. Moi j'ai une autre question. Est-ce que finalement notre tyrannie de procédure contemporaine et notre tyrannie de rationalité a une réponse de peur du désordre, parce que la subsidiarité c'est un désordre accepté, c'est-à-dire l'imprévisible en réalité. Donc on ne veut pas contrôler l'imprévisible de l'étage inférieur par les procédures et les textes rationalisant quelque chose qu'on ne peut pas rationaliser. Oui, oui, non, mais je suis assez, évidemment assez d'accord avec vous, et vous, on le sait bien, la justification première de l'abandon délibéré dans le contractualisme social, c'est avoir la sécurité. Donc ça rejoint parfaitement ce que vous évoquez. Oui, bien sûr. Une dernière question au fond, monsieur là. Vous avez évoqué les dysfonctionnements de la subsidiarité en le concept d'une subsidiarité descendante au lieu d'être ascendante. Est-ce que, en fait, les dysfonctionnements qu'on constate, que je peux plutôt en ce moment, que je pourrais résumer par la coexistence du fort avec les faibles et des faibles avec les forts, est-ce que ça se concilie avec justement ce concept de descendant et d'ascendant? Il me semble que c'est quelque chose de différent et c'est peut-être quelque chose qui est au cœur de nos dysfonctionnements actuels. Alors, je ne suis pas certain d'avoir une réponse qui vous satisfera, mais si vous voulez, les forts et les faibles, à la limite, les faibles peuvent s'allier ensemble pour être plus forts que le fort. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est moins les rapports de force naturels, car nous sommes tous évidemment dotés de dispositions différentes en fonction de ce que le hasard ou de ce que la Providence nous a donné. J'ai eu l'occasion de dire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, hein, j'ai eu l'occasion de dire à quelqu'un dans un débat, en disant, mais vous revendiquez le fait d'exercer un droit que la nature ne vous permet pas d'exercer, puisque dans la relation d'altérité que vous revendiquez, bien celle-ci naturellement stérile, bah moi par exemple, je ne peux pas exercer le droit de conduire étant donné mon handicap. Donc si vous voulez, je crois que c'est moins la question, je dirais, de la force inscrite dans l'ordre des choses, de la force ou de la faiblesse, 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 ou de la faiblesse inscrite dans l'ordre des choses, qui me paraît importante, que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, que la question de qu'est-ce qui est véritablement légitime. Voilà. Qu'est-ce qui contribue à l'épanouissement, à la réalisation de chaque être, que cet être soit individuel ou que cet être soit collectif. Voilà. Voilà une bribe de réponse que je puis vous proposer. Et auquel cas, effectivement, la subsidiarité, l'autorité vient du haut vers le bas, c'est la tête qui dirige le corps. Mais le corps social ne délègue à l'échelon supérieur que ce qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Et je pense que, évidemment, là ici je n'ai traité que de la subsidiarité, mais vous comprenez bien que tous les éléments de la philosophie politique sont intimement liés. Et moi je ne prétends pas avoir une vision et une compétence suffisamment forte pour vous faire un exposé suffisamment brillant pour être synthétique
par la combinaison de tous ces éléments, mais il est bien évident qu'on ne peut pas dissocier subsidiarité de la solidarité, du bien commun, de l'autorité, etc. Voilà. Je voudrais juste donner un petit avis en réponse décalée à la question de Johanna. Bien que je ne sois pas spécialiste de la subsidiarité, par contre j'ai été un petit peu diplomate. Et il me semble qu'après la Première Guerre mondiale, on a eu le désir, en réalité, de créer des solidarités pour rendre la guerre impossible. On s'est retrouvé à vouloir créer une Europe, et théoriquement, il fallait faire des choses qui nous handicapent pour pouvoir ensuite faire la guerre. Et en théorie, on aurait dû aliéner une partie de notre souveraineté, sauf que personne n'était d'accord pour ça. Et donc finalement, on a aliéné des choses qui sont secondaires, et on a créé des machines qui, une fois qu'elles existaient, avaient besoin de justifier leur existence et qui sont mises à produire en masse de la quantité normative à l'infini. Et ces machines-là nous étouffent et nous tuent. Et notre problème principal est le fait même qu'il existe ces machines technocratiques sans fondement élu. Mais je pense que c'est l'existence de ces machines et le fait qu'elles soient en roue libre et la conséquence directe du fait qu'on n'ait pas osé, pas voulu, pas eu le goût de mettre en commun ce qui faisait le cœur de nos souverainetés. On va continuer d'applaudir parce que nous allons pouvoir remercier Anne et Guillaume pour ces échanges passionnants.